Imaginez devoir prouver qui vous êtes pour sauver votre vie. Mais le système lui-même vous pousse à mentir. C'est ça le terrible piège de la crédibilité qui s'est refermé sur le système d'asile au Royaume-Uni. Et tout part de cette révélation choc, l'existence d'une véritable industrie de l'ombre. Un réseau organisé qui fabrique, de toutes pièces, de fausses demandes d'asile. On parle de fraude à grande échelle et ça a déclenché une crise sans précédent. Alors, plongeons au cœur de ce scandale. On va voir comment tout ça a éclaté au grand jour. Une véritable crise de crédibilité, qui a commencé avec une enquête d'infiltration qui a mis à jour une tromperie, disons-le, à très haut risque. C'est la BBC qui a levé le lièvre. Leurs journalistes ont découvert tout un réseau de conseillers juridiques, des gens censés appliquer la loi, qui en fait entraînaient des migrants à inventer une fausse identité LGBTQI+, juste pour obtenir l'asile. Une opération millimétrée conçue pour tromper le système. Et ce n'était pas de l'improvisation, hein? Non, c'était un vrai service clé en main, un package coaching. Pour des sommes allant jusqu'à 7000 livres, on vous fournissait tout, des photos mises en scène dans des soirées, des adhésions à des associations pour créer des preuves. Et le plus fou, des instructions pour aller voir un médecin et simuler une anxiété crédible. Tout était calculé pour construire le récit parfait. Évidemment, quand l'affaire sort, c'est une bombe. La confiance dans le système est complètement pulvérisée. Et ça pose une question absolument fondamentale. Comment fait-on maintenant pour faire la part des choses, pour distinguer une histoire authentique d'une fiction parfaitement construite? Mais la grande question, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi ce marché de la fraude a-t-il pu prospérer? Eh bien, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la réponse se trouve en partie dans une nouvelle loi. Une loi qui, à l'origine, était censée rendre le système plus robuste. Cette loi, c'est la Nationality and Borders Act de 2022, et son effet principal, ça a été de rendre beaucoup plus difficile de prouver sa demande. Le niveau de preuve exigé des demandeurs d'asile a grimpé en flèche. Pour que ce soit bien clair, regardez la différence. Avant, il fallait juste atteindre un degré de vraisemblance raisonnable. En gros, il fallait que l'histoire semble plausible. Maintenant, on est passé à la prépondérance des probabilités, ce qui veut dire qu'il faut prouver que sa version est plus probable que son contraire. La charge de la preuve est devenue bien plus lourde. Et là, on touche à un paradoxe vraiment cruel. Pensez-y une seconde. On demande à des personnes qui ont passé toute leur vie à cacher qui elles sont, souvent pour survivre, de sortir tout d'un coup un dossier rempli de preuves irréfutables de cette identité qu'elles ont toujours tue. C'est presque mission impossible. Alors concrètement, comment on fait pour prouver l'improbable? Comment un fonctionnaire peut-il décider si une orientation sexuelle est vraie ou pas? Est-ce qu'il existe une sorte de manuel pour ça? Eh bien oui, en quelque sorte. La réponse tient souvent en 4 lettres, DSSH. C'est le nom d'un cadre d'évaluation utilisé par le Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique, pour évaluer la crédibilité. Et c'est un modèle qui fait énormément débat. Ce modèle DSSH, en fait, il attend un récit très stéréotypé en 4 actes. D'abord, la différence, puis la honte, la stigmatisation et enfin le préjudice. Le problème, c'est que l'expérience humaine, l'identité d'une personne, c'est rarement aussi simple et linéaire. Et les critiques sont claires là-dessus. Comme le dit cet organisme, il n'existe pas de caractéristiques ou de qualités universelles qui caractérisent les personnes LGBTIQ. En gros, vouloir faire rentrer tout le monde dans ce moule rigide, c'est le meilleur moyen de juger non crédible une personne qui a une histoire authentique mais différente. Du coup, on arrive à une situation complètement absurde, un véritable jeu du chat et de la souris. Les demandeurs d'asile sentent qu'ils doivent jouer un rôle pour convaincre. Et de l'autre côté, les agents cherchent la moindre faille pour les décrédibiliser. Et ironiquement, c'est ce jeu qui alimente la demande pour les coachs frauduleux. La boucle est bouclée. Mais au-delà de cette mécanique administrative, il y a le coût humain de tout ça. Quel est l'impact sur les personnes qui, elles, fuient un danger bien réel? Les associations parlent d'un effet d'entraînement dévastateur. Parce que la fraude de quelques-uns, même si c'est une minorité, jette une suspicion généralisée sur tout le monde. Et pour ceux qui sont vraiment en danger, le parcours devient encore plus infernal. Maintenant, il faut quand même apporter une nuance importante, car on pourrait croire que plus personne n'obtient l'asile. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Regardez ce chiffre, 62%. En 2023, c'est le pourcentage de demandes basées sur l'orientation sexuelle qui ont été acceptées dès la première décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, malgré tous ces obstacles, une majorité de ces demandes sont bien considérées comme crédibles. Le système, bien qu'imparfait, arrive donc encore à identifier et protéger de nombreuses personnes. Mais la question, c'est à quel prix? Pour ceux qui y arrivent, c'est souvent au bout d'une épreuve terrible.
Ils sont coincés dans une situation perdant-perdant. Soit prouver une identité qu'il était vital de cacher, soit risquer d'être immédiatement qualifié de fraudeur. On arrive donc à un point de tension extrême. Face à ce dilemme, comment le système trouve-t-il son équilibre entre la protection des plus vulnérables et le contrôle de la fraude? Du côté du gouvernement, la réponse a été la fermeté. Le message de la ministre de l'Intérieur est sans ambiguïté. Tolérance zéro. La priorité absolue est de restaurer l'intégrité de la frontière et d'expulser ceux qui trichent. Mais cette fermeté ne résout pas le problème de fond. Tout le défi est là. Comment trouver le juste équilibre entre la nécessité de stopper la fraude et le devoir tout aussi fondamental de protéger des vies humaines en danger? Et c'est la question qui reste en suspens au cœur de toute cette crise. Comment un système peut-il se protéger de la triche sans pour autant devenir une forteresse ininfranchissable pour ceux qui, de manière légitime, cherchent simplement un refuge pour survivre?